Salut Catherine, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Pour l'instant, je te vois pas, je t'entends pas. Salut Catherine, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Je crois que je t'ai perdue. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends, Catherine? Bonjour à tous, bienvenue. Ah, il n'y a pas la possibilité. Attendez, hop, je crois que j'ai paramétré. Ah, bah c'est bien ballot ça. Hum, Paramétrer, j'aimerais autoriser à tout le monde le fait de pouvoir mettre euh, les caméras. Mais mince alors, comment je paramètre ça? Option de la réunion. Autoriser. Ah voilà, super. Ça y est. Normalement, vous pouvez enclencher vos caméras et votre son. Si vous voulez parler, ce sera vachement plus sympa. Euh, Attendez, je vais. Et le son. Euh, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Ce sera plus sympa. Voilà, n'hésitez pas à mettre caméra et votre son si vous le souhaitez pour pouvoir échanger ensemble. Est-ce que je vois Ronald qui fait un pouce? Est-ce que ah non, ça.
Ouais, attendez. Si. J'ai l'impression qu'il faut que je Ah mince. Bon, écoutez les amis, on va peut-être démarrer, mais c'est dommage que je puisse pas vous proposer d'autoriser les j'ai l'impression qu'il faut que j'autorise à la main. Ah, hyper dommage ça. Hop. Bonjour Ah tout le quel monde. ah! Génial. Merci. C'est Vanessa? C'est Vanessa, oui. Ah génial, super. Comment as-tu Bonjour fait Vanessa. Vanessa pour pouvoir parler? Eh bien écoute, ça vient juste de se débloquer, juste le micro. Donc dès que j'ai eu le petit logo qui s'est affiché blanc, j'ai cliqué dessus. Tout va bien. Ah génial, trop Bonjour cool. Élise, ça fonctionne effectivement. C'est Ah Catherine. super. Salut Catherine, génial, Salut. merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, écoutez, normalement, je crois que tout le monde doit pouvoir mettre son micro normalement. Et on N'hésitez peut, pas. voilà, et on peut tout activer. Super. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse une étape d'autorisation supplémentaire. Si quelqu'un n'a pas la possibilité. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci. Enfin, oui, on s'est déjà parlé tout à l'heure, Axel, pardon. Alors, boum, voilà. Normalement, on est bon là. Ah, autoriser le micro, autoriser la caméra. Voilà, écoutez, si quelqu'un n'arrive pas. Ah, Vincent, je n'arrive pas à activer mon son et la vidéo. Je crois que ça doit être bon là maintenant, Vincent. Est-ce que tu peux me confirmer? Allô, J'ai l'impression que. je confirme, c'est bon. Ah, super, merci beaucoup. Merci. Bon, pour une raison que j'ignore, en fait, quand on arrive, on est bloqué sur la caméra et la vidéo, sur le micro et la caméra, ce qui est totalement nul. Mais du coup, là, je débloque au fur et à mesure. Super. Bon, bah, génial. Écoutez, merci beaucoup. On a des nouveaux collègues qui arrivent. Euh, Merci beaucoup à vous d'être présents avec nous aujourd'hui. C'est super chouette. On va parler de la saison qui arrive et de comment on fait pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans les écueils que on peut observer parfois sur la gestion de la saison. Et ce, d'autant plus que c'est une période qui peut être un peu piégeuse dans la mesure où on a plus facilement du remplissage et du coup, on peut se dire très facilement, j'ai fait une bonne saison parce que j'étais complet. Et ça peut être un faux ami. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Moi, j'ai réuni six écueils dans lesquels ne pas tomber sur la préparation de votre saison et sur la réalisation de la saison à venir. Donc voilà, on va en parler ensemble et puis j'espère que ça pourra vous donner des billes pour la préparer. Catherine, est-ce que tu veux faire une petite introduction aussi? Alors, bonjour à toutes et à tous. On a réalisé ce live pour une première en collaboration avec le CLF pour vous informer un peu de ce qui se passe en événement, mais pas que. Élise va vous dire aussi comment booster un petit peu votre saisonnalité et vous parler de l'événement du 3 juin sur lequel nous serons présents et partenaires de J'affiche complet. Voilà. Donc, bonne écoute et puis prenez bien des notes. Génial, trop cool. On peut peut-être dire deux mots par rapport à ça. Qui avait déjà connaissance du rendez-vous national de la location saisonnière? Soit si vous voulez débloquer vos micros pour discuter ou si quelqu'un veut, si vous voulez écrire dans le chat comme vous voulez. Est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait cet événement le 3 juin, le samedi 3 juin? Oui, Élise, moi je le savais, Sybille de Philux Holiday. Génial, super. Et Est-ce que je pense que je vais venir. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. Super. Génial. Vincent dit aussi, oui, je le savais aussi. Est-ce que quelqu'un ne savait pas du tout que Axel dit oui, pareil, je le savais. Ok, bon, super. Alors,
pour vous dire en quelques mots cet événement, puis on pourra en reparler à la fin, mais l'idée, c'est qu'on ait la possibilité de réunir tous les acteurs de la location saisonnière. Donc, on va avoir nos collègues JT Maison d'Hôtes, les investisseurs immobiliers, évidemment beaucoup de conciergeries, des sous-loueurs professionnels et des agences immobilières. En fait, dans cet événement, on a un programme comme on a l'habitude d'avoir actuellement, hein, avec des exposants et des conférences. On a plusieurs marques. Alors, le programme est disponible actuellement sur le site. Tiens, je peux vous envoyer le lien. Et puis, évidemment, en tant que membre de la communauté du CLF, vous avez accès à un code de réduction pour pouvoir participer. Donc, on va pouvoir vous communiquer tout ça. On a des collègues qui arrivent et qui sont bloqués, les pauvres, avec nos affaires de micro et de... Décidément, je ne sais pas pourquoi ça nous fait ça, mais c'est pas idéal. Donc, on pourra vous reparler de tout ça à la fin. Sachez que pour ceux qui ne connaissent pas le réseau CLF, nous en parlerons également lors de la présentation mardi prochain à 17h au niveau du réseau CLF. Ah, complètement. Alors, si on a des conciergeries, oui, tu as raison, qui sont peut-être plus de la communauté J'affiche complet et qui ne connaissent pas encore le réseau CLF, comment faire pour s'inscrire à mardi prochain, pour en savoir plus? On a notre sur le réseau clf.fr, on a l'événement d'indiquer et une inscription que vous pouvez faire. Et puis on a également communiqué sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à nous joindre au 09 80 80 21 20 si vous voulez avoir plus d'informations sur cette réunion d'information. Et on parlera bien sûr de l'événement puisque comme nous serons présents et qu'on est partenaire avec Élise, on travaille en étroite collaboration de toute façon. Complètement. Du coup, pour commencer dans le vif du sujet, sur l'été, moi j'ai réuni 6 erreurs pour vous aider dans ce sens-là sur le fait de ne pas rater son été, comme on se disait en fait tout à l'heure. L'été, c'est très piégeux comme période parce que c'est une période qui visuellement apparaît toujours comme excellente, puisque globalement, on arrive toujours à faire un complet quand on est sur une ville sur laquelle la période est forte. Donc, ça peut être un vrai piège de conclure son été en se disant « Super, j'ai été trop fort ou trop forte, j'ai fait complet, tout va bien ». Et en fait, on est peut-être passé à côté d'un pourcentage vraiment important de chiffre d'affaires dans la gestion de l'été. Donc, les petites erreurs que j'ai, qui peuvent avoir pourtant des grosses conséquences, les petites erreurs que j'ai réunies, la première, c'est de se dire que c'est de toute façon une période très forte et que c'est un gros bloc unique. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, sur l'été, déjà, il faut savoir qu'on a pas mal de zones de France et même dans les dom-toms qui sont pas forcément, pour lesquelles c'est pas forcément l'été qui est la période la plus forte. Donc, partir comme ça, un peu fleur au fusil, en se disant, de toute façon, c'est très fort, de toute façon, tout le monde va être en vacances, donc je mets les prix dans l'espace, ça peut être un faux ami. J'ai 2 exemples, par exemple, à vous donner. Aux Antilles, par exemple, la période de juillet-août, c'est pas forcément la période la plus forte de l'année. C'est une période sur laquelle on va quand même avoir de la demande, mais c'est pas the période de l'année. Ça va plutôt être le début d'année, janvier, février, mars. Un autre exemple aussi qui est peut-être moins intuitif, c'est Paris. Sur Paris, si vous êtes à Paris, actuellement, si vous êtes à Paris, on a... Catherine, j'ai juste coupé ton micro parce que je crois que ça... Attends, je te remets. Ouais, nickel, merci beaucoup. Si vous êtes à Paris, en fait, le mois d'août, paradoxalement à Paris, c'est le pire de l'année. Puisque, en fait, on a un fort accroissement de la demande à Paris avec les touristes, surtout avant pandémie, mais là, les touristes reviennent. Mais on a aussi un accroissement tellement important de l'offre avec tous les Parisiens qui vont mettre leurs biens temporairement sur les plateformes le temps de leurs vacances que finalement, entre l'offre et la demande, c'est pas si gagnant en fait. C'est assez dur de remplir son bien en plein mois d'août sur la ville de Paris, malgré l'affluence de touristes. Donc, ça signifie que c'est important d'étudier quand même la saisonnalité de votre ville sur l'été,
parce qu'il peut y avoir des situations qui sont des faux amis. Et même si on est dans une situation où on se dit, bon, Élise, moi je suis en bord de mer, je veux dire, pas besoin d'avoir fait maths sup maths spé pour savoir que ça va être la saison. En effet, c'est tout à fait correct. Et même dans ce cas-là, je vous invite quand même à étudier la saisonnalité. Parce que moi, je remarque que des clients avec qui on commence la collaboration vont avoir tendance, même si on est sur une zone de vacances, qu'elle soit balnéaire, montagne ou même autre zone, mais qui est concernée par les vacances scolaires, on va avoir tendance à voir tout ça comme un gros bloc, le gros bloc de juillet-août. Alors que nous, ce qu'on remarque, si je vous transmets des généralités à l'échelle de la France, ce qu'on remarque, c'est qu'on va avoir la première semaine de juillet qui est toujours un peu mi-figue, mi-raisin, puis on va avoir un niveau de demande supérieur sur le premier bloc du mois de juillet. Ensuite, on passe un step à partir de la dernière semaine de juillet. On passe encore un step de demande additionnelle jusqu'aux 3 premières semaines d'août. Et puis, la dernière semaine d'août est toujours pareil, un peu mi-figue, mi-raisin. Et là, on retombe sur quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on avait début juillet. Donc, en fait, on voit très bien que même au sein de juillet-août, on peut avoir différentes tonalités, différents niveaux de demande attendus. Et que c'est intéressant de bien faire la différence parce que ça va nous garantir d'avoir tiré le plein potentiel de chacune des périodes autantées. Donc ça, c'est super important. Donc penser que c'est toujours fort et que c'est un seul et unique gros bloc, ça, ce serait une erreur et c'est un point sur lequel il faut regarder les données de marché pour vous permettre d'avoir cette finesse d'analyse et vous assurer que vous êtes vraiment bon sur toutes les différents types de périodes cet été. Une autre erreur, c'est de ne pas augmenter cette durée de séjour minimum. Et durée de séjour, je remarque que c'est le levier qui fait toujours très peur, sur lequel on se dit, mais attends, si j'exige plus que le minimum, je vais refuser des ventes. Donc forcément, ça me fait assez peur. La seule chose, c'est que s'il y a bien des périodes sur lesquelles il faut augmenter ces durées de séjour, c'est les périodes de forte demande. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a de la demande, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour faire complet. Donc plus que jamais, il faut s'assurer d'aller récolter des séjours les plus longs possibles dans vos calendriers pour maximiser vos chances de faire 100%,00, c'est-à-dire ne pas avoir trop de trous et de gruyères dans le calendrier. Sur cette partie-là, ça a plein de vertus d'avoir des séjours les plus longs possibles et sur ça, je vais rien vous apprendre, c'est sûr. Ça nous permet de protéger les équipes de ménage. Si vous êtes aidé de personnes pour le ménage ou de vous protéger vous-même si c'est vous qui faites une partie importante du ménage. Ça va permettre aussi de protéger les biens, on a moins de turnover. Ça protège votre temps aussi parce que c'est sûr que chaque arrivée d'un nouveau voyageur arrive avec son lot de questions et c'est normal, mais moins vous avez de voyageurs et moins vous avez de questions de j'arrive pas à allumer l'eau chaude, j'arrive pas à allumer la plaque, etc. Donc tout ça est très vertueux et du coup, pour que vous ayez ça en tête, le maximum que vous puissiez exiger sur les durées de séjour minimum, ça va être du 7 nuits, samedi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place, qui fait aussi parfois assez peur, mais qui permet vraiment de maximiser votre remplissage et d'avoir des arrivées qui sont, en fait, un calendrier qui, en 4 réservations, se remplit tout de suite à 100%, quoi. Donc ça, n'hésitez pas à le tester si vous êtes sur une zone sur laquelle c'est pertinent, c'est vraiment une bonne idée. Il y a 2 choses à ça, c'est si ça vous fait très peur, c'est pas grave, commencez par augmenter vos durées de séjour. Vous pouvez exiger très facilement du 4 nuits minimum. C'est-à-dire que si vous commencez à tester du 4 nuits minimum, vous n'êtes pas du tout en train de vous emballer dans un délire préjudiciable, quoi. N'hésitez pas à aller vers ces durées de séjour-là, ce qui peut vous rassurer peut-être pour un jour être plus serein pour mettre du 7 nuits samedi. Un autre point qui est important aussi, c'est que parfois on se dit: «Le samedi, est-ce que c'est vraiment ma bonne journée?» Je vous donne 2 exemples concrets. Si vous êtes à la montagne, alors bon, à la montagne, l'été, c'est pas non plus, la meilleure période, mais sur cette histoire de bloquer en samedi ou en dimanche, je sais, pour donner l'exemple, qu'à la montagne, ça peut valoir la peine de bloquer en dimanche, l'hiver notamment, parce que, ça permet d'éviter le trafic et il y a des voyageurs qui ont ce comportement de réservation, qui préfèrent le dimanche. Un autre exemple assez concret, c'est la Corse. Si vous êtes en Corse, si vous avez une conciergerie en Corse, on est quand même très contraint par les horaires de bateaux, les avions, etc. Donc, bloquer en samedi, en cette nuit, même si la Corse est un haut lieu de vacances scolaires estivaux, et ben là, ça peut poser question quand même. Au pire, vous pouvez exiger 7 nuits minimum, mais ne pas imposer de jours d'arrivée et de jours de départ. Et ça peut permettre de répondre à cette situation.
Donc, la deuxième erreur, c'est de ne pas imposer de durée de séjour minimum sur les réservations que vous faites sur cet été. C'est vraiment important de le mettre en place. La troisième erreur qu'on peut observer sur la gestion de l'été, c'est de garder tout ce qui est promotion pour casser les prix en dernière minute. Alors, de façon générale, si jamais vous suivez un petit peu le contenu de J'affiche complet, vous verrez qu'on n'est pas très, très fan des promotions comme ça pour casser les prix automatiquement en dernière minute, pour 2 raisons. C'est que si on le fait toujours, ça veut dire que probablement que nos prix ne sont pas forcément hyper bien positionnés. Donc, si vous voyez que vous avez toujours besoin de casser les prix en dernière minute pour remplir, peut-être qu'il faut se dire: «Tiens, mais je suis peut-être pas au meilleur positionnement sur ma tarification». Si vous êtes amené à le faire en période de faible demande, par exemple, beh, ça veut dire qu'en effet, vous étiez peut-être trop cher pendant tout ce temps et comme les périodes de faible demande sont difficiles à remplir, il vaut mieux avoir positionné son prix plus bas en amont, plutôt que de devoir rester trop cher pendant longtemps et puis 2 semaines avant casser les prix et en fait, on n'a eu que 2 semaines pour louer nos biens, quoi. À l'inverse, et c'est totalement différent en période de forte demande comme une période comme l'été, en période de forte demande, sur cette partie-là, c'est dommage de casser les prix en dernière minute parce qu'on peut trouver preneur. On peut trouver preneur en dernière minute parce qu'il y a beaucoup de demandes et que même si vous avez un creux, en fait, entre 2 réservations, un creux de 2 nuitées, vous avez vraiment des chances de trouver, encore 15 jours ou une semaine avant, des voyageurs qui sont intéressés par ce creux-là entre 2 nuitées. Donc si jamais il y a une période dans l'année sur lequel vous avez envie de vous, challenger justement sur ça et de se dire: «Tiens, bah, je vais faire l'exercice d'essayer de tenir le prix, de ne pas le brader automatiquement, en dernière minute», et bah, c'est justement sur les périodes fortes que ça vaut la peine de faire l'exercice. Après l'avoir fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, faites un petit retour sur expérience. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que j'ai loué quand même? Et cetera, pour, du coup, bah, probablement, vous donner confiance sur la suite pour pouvoir maintenir vos prix quand vous êtes en période de forte demande. Et ce, d'autant plus que sur ces périodes-là, pour le voyageur, c'est déjà une aubaine en fait de réussir à trouver un truc en 2 nuits, alors que, bah, tous les concurrents vont exiger des longues durées de séjour à cette période-là. Donc vous pouvez vraiment trouver preneur, sur ça. Donc si je commence un petit peu à récapituler déjà les idées pour vous aider, ne pas penser que, c'est forcément une période très forte, l'été. Pas toujours, il vaut mieux étudier quand même sa ville pour en être certain. Ne pas penser que c'est un bloc unique, même au sein d'une période comme l'été, il y a des disparités tarifaires à réaliser pour pouvoir maximiser votre chiffre d'affaires. Ne pas augmenter les durées de séjour minimum, ça c'est vraiment dommage sur des périodes, de forte demande. Casser automatiquement les prix en dernière minute, sur des périodes de forte demande aussi, vraiment dommage. En tout cas, quand je dis dommage, c'est pas un jugement de valeur, hein, vous avez compris. C'est dommage, on passe à côté d'argent, quoi. C'est plus, dans cette optique-là. Et alors dans les autres idées que je peux vous proposer aussi, il y a quelque chose que j'observe souvent, c'est qu'en période de faible demande, quand on dirige sa conciergerie et qu'on optimise, la performance de ses biens, on va avoir tendance à mettre en place des réductions pour une semaine, un mois et cetera. Parfois même, on est amené à le mettre en place à la création de l'annonce. À la création de l'annonce pour, vraiment, se dire: «Bah, je donne toutes les chances, si quelqu'un reste longtemps, moi ça m'intéresse qu'il ait une réduction par rapport à ça». Donc, pour bien paramétrer mon annonce, je mets en place mes réductions de moyenne durée. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une erreur. Par contre, ce sur quoi je souhaite alerter là, sur cette partie-là, c'est que souvent, les extranets Airbnb ou Booking nous incitent à le paramétrer sur toute l'année. Et ça peut être dommageable. Ça peut être dommageable parce que clairement, le voyageur qui nous prend les 15 premiers jours du mois d'août, sur 15 jours début août, on n'est pas forcément, dans une situation où on a envie de lui faire -10 ou -15 sur, sa réservation. La moyenne durée, ça doit être une situation de donnant-donnant. C'est-à-dire vraiment, toi voyageur, tu me prends une période que j'aurais du mal à remplir, ça m'intéresse que tu me prennes 15 jours d'un coup. Donc en échange de ça, en échange de cette réservation qui m'intéresse, bah, moi je te fais une réduction sur le prix. Comme ça, on est sur du donnant-donnant et chacun a, du coup, chacun est gagnant dans la situation. Si cette situation, elle se présente sur une période sur lequel on n'avait absolument aucun doute qu'on allait pouvoir vendre et qu'on allait pouvoir vendre au prix normal, ben là, on perd le côté donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on fait une réduction, mais en fait, la présence du voyageur ne nous apporte rien spécifiquement, en fait.
Donc, dans ces cas-là, on n'est plus dans le donnant-donnant et c'est pour ça que ces réductions-là, elles doivent vraiment rester disponibles et mises en place que sur les périodes de faible demande ou de moyenne demande. Et pour pouvoir faire ça, nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est de ne pas le paramétrer dans la partie classique de l'extranet. Donc, si je vous parle d'Airbnb, par exemple, souvent, on nous propose de le mettre dans la partie de l'annonce. Et dans l'annonce, il y a tarif et disponibilité. Et là, il y a une petite case pour dire prix à la semaine, prix au mois. Nous, on le paramètre pas du tout ici. On va plutôt aller le paramétrer dans les règles. Donc, on va aller dans le calendrier. Et dans le calendrier, on peut ajouter des règles. Donc, si vous ne les avez pas, il faut que vous enclenchiez les outils professionnels sur votre extranet Airbnb. Et dans ce calendrier-là, vous avez la possibilité de placer des réductions pour 7 nuits, 15 nuits, 30 nuits et de choisir en fait les dates sur lesquelles vous le positionnez. Et là, on est vraiment sur quelque chose de chirurgical qui va protéger en fait la performance de votre été parce que personne ne va pouvoir booker à moins 15% les 15 premiers jours du mois d'août. Donc ça, c'est intéressant d'aller regarder sur vos annonces parce que c'est humain, on a tendance à oublier ce qu'on avait peut-être paramétré à l'époque et quand ça tombe, eh ben, on se dit «Ah merde, mince, j'ai moins 15% qui est tombé sur mon début août, je ne suis pas forcément hyper contente ou content». Et puis, le dernier paramètre par rapport à ça, la dernière erreur que je voulais vous partager, c'est de se dire forcément que c'est grave d'être vide à un certain stade. Actuellement, je vous dis la vérité, je crois que c'est ma fille qui a voulu rentrer dans la pièce. Je suis désolée. J'ai dû oublier de fermer la porte. Actuellement, le dernier écueil que je vois, c'est d'être très inquiet sur le remplissage de l'été et d'avoir tendance à laisser les émotions nous dépasser quand on a l'impression qu'on n'est pas au remplissage auquel on devrait être. Donc ça, c'est un peu comme en bourse, hein, c'est un peu le cliché de boursicoter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut s'inquiéter à juste titre et il y a des moments où il faut savoir ne pas s'inquiéter. Donc, c'est pas facile. Et puis la question qui se pose, c'est comment je sais si je dois m'inquiéter ou pas. Donc sur ça, vous avez 2 éléments de réponse qui sont importants et qui sont vraiment des éléments chiffrés qui vont vous permettre d'éteindre les émotions et de plutôt vous baser sur des chiffres pour prendre vos décisions. Les éléments chiffrés, ça va être tout simplement, d'avoir un suivi de la performance financière des biens qui sont dans votre portefeuille et donc de regarder par rapport à l'année dernière, comment est la performance que j'ai aujourd'hui par rapport à la performance de l'année dernière à date. Parce qu'on peut avoir tendance à enjoliver le passé. C'est un peu naturel, on peut avoir tendance, oui, à enjoliver un peu le passé et de se dire non, mais l'année dernière à la même date, j'étais complet, c'est sûr. Enfin, je m'en souviens, j'étais hyper complet, il me restait presque plus rien, etc. Et puis en fait, quand on creuse et qu'on regarde les dates à laquelle les réservations étaient tombées l'année dernière, ben, c'est peut-être pas ça. En fait, on était peut-être à 50% de remplissage et cette année, on est à 40. Donc ça veut dire que on est peut-être un peu en retard, mais c'est pas non plus panique à bord, quoi, vous voyez? Et donc tout de suite, ça donne une teneur différente à la perception qu'on a de notre remplissage actuel. Et puis vous allez me dire, bah ouais, mais moi, si j'ai pas d'historique, moi j'ai commencé ma conciergerie en janvier, j'ai pas d'historique sur les biens, comment je fais? Et même si vous avez un historique, il y a aussi une deuxième information à regarder qui peut vous aider du coup si vous n'avez pas d'historique aussi, c'est de regarder les données de marché. Et ça, les données de marché, alors nous, c'est vrai que chez J'affiche complet, on utilise l'outil RDNA. Sur un site comme RDNA, par exemple, vous allez pouvoir regarder quel est le remplissage de votre ville, même sur votre type de bien, sur les semaines à venir. Et donc ça fait toute la différence parce que vous allez pouvoir comparer votre remplissage avec celui de la ville. Je donne un exemple concret. Mettons qu'actuellement, vous êtes à 25% de remplissage sur l'été et vous vous dites, je suis en train de faire le pire été de ma vie, c'est la catastrophe. Vous regardez le remplissage de la ville et vous voyez que la ville, actuellement, sur l'été, elle est à 25% de remplissage. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on peut se dire, bah, en fait, non, c'est juste que la vague de prise de réservation des voyageurs, elle n'est pas encore passée, ou en tout cas, je suis en train de récolter les mêmes volumétries de réservation que les collègues. Je me remplis au même rythme que la ville dans laquelle j'évolue. Donc, pour l'instant, pas panique à bord. Intéressant aussi, si jamais vous voyez que vous êtes super rempli par rapport aux collègues. Là, c'est intéressant parce que ça nous fait retomber sur le sujet du prix et de se dire, tiens, moi, je suis super rempli par rapport aux collègues. Est-ce que j'aurais pas un truc à faire sur ma tarification? Donc là, ça peut vous donner la puce à l'oreille sur une opportunité de gain de chiffre d'affaires parce que si vous vous remplissez beaucoup plus vite,
Alors, ça peut être parce que vous avez de très beaux produits, mais souvent, c'est aussi une notion de rapport qualité-prix. Ça veut dire que vous êtes un excellent rapport qualité-prix et que peut-être vous avez la possibilité d'augmenter un petit peu vos prix. Donc, les données de marché, elles permettent vraiment de revenir à quelque chose de purement chiffré, purement factuel, pour éviter de paniquer quand justement il faudrait tenir votre stratégie parce que ça va venir, ça va venir, ça va le faire. Et donc, il faut garder confiance. Maintenant, si vous voyez des mauvaises tendances, enfin, si vous voyez quelque chose qui n'est pas en votre faveur en lisant les données de marché, exemple, vous êtes à 10 de remplissage, toute la ville est à 50 de remplissage, bah là, dans ces cas-là, oui, il y a raison de s'inquiéter, mais au moins on sait qu'on s'inquiète pour des bonnes raisons, parce que la ville est en train de se remplir beaucoup plus vite que nous. Donc, dans ces cas-là, il faut probablement réajuster la stratégie. Peut-être une dernière note aussi par rapport à tout ça. Si vous avez cette année eu pour stratégie d'augmenter vos prix, si vous êtes dit, tiens, j'ai envie d'augmenter mes prix parce que ben voilà, je veux maximiser le chiffre d'affaires de mes propriétaires et de ma société, vous pouvez avoir un effet de retard sur les prises de réservation. Si vous avez de l'historique par rapport à l'année dernière ou même par rapport à la ville, vous pouvez observer que vous remplissez un petit peu plus tard. On revient à notre exemple tout à l'heure où la ville est à 50 de remplissage et vous êtes à 40. C'est une situation qui peut être totalement normale si vous avez eu pour optique d'augmenter vos prix. Parce qu'évidemment, quand on est un petit peu plus cher, on ne se remplit pas aussi vite que ce qu'on serait, que le rythme auquel on se serait rempli si on avait mis des prix plus bas. C'est normal, il faut quand même tenir dans la mesure où vous avez un léger retard. Si on est dans un exemple où on est à 10%, le marché est à 50%, là, on n'est plus de l'ordre du léger retard, on est de l'ordre du gros retard et il faut changer la stratégie. Mais si voilà, le marché est à 50, vous êtes à 40, là, c'est un léger retard. Il ne faut pas plus que 10, quoi, mais si il y a 5 à 10% de retard, ça reste acceptable. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller tout abaisser l'ambition que vous aviez de maximiser votre chiffre d'affaires sur cet été. Voilà, donc c'était les petits écueils que je voulais vous partager. Comme je disais tout à l'heure, c'est des petits écueils, mais qui peuvent avoir des grosses conséquences financières. Donc, j'espère que ça vous donnera des idées. Alors, pour récapituler, parce que j'ai vu qu'on a d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps, pour récapituler par rapport à tout ça, et après, je prendrai toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit sur l'été ou que ce soit sur le revenu management de façon générale, sur vos prix, conditions d'annulation, frais de ménage, durée de séjour, etc. Donc, pour récapituler, les erreurs dans lesquelles ne pas tomber, c'est penser que l'été est toujours fort. Pas forcément. Il faut étudier la saisonnalité sur votre ville. La deuxième erreur, c'est penser que l'été est un bloc unique et lisse, alors qu'on a des semaines qui sont plus fortes que d'autres, donc il faut décliner votre tarification sur cette partie-là. Ne pas augmenter les durées de séjour sur l'été, c'est vraiment dommage parce que quand on a une très forte demande, c'est plus que jamais l'occasion d'aller chercher des séjours de plus longue durée. Casser automatiquement les prix en dernière minute, pareil, quand on est sur une période de très forte demande, c'est plus que jamais le moment d'essayer de ne pas les casser justement et de répondre aux besoins du voyageur simplement par le fait qu'il a pu accéder à un séjour très court sur une période qui est très demandée. S'assurer de ne pas avoir de moyenne durée qui resterait disponible sur cette période-là, parce que ça pourrait être dommageable qu'un voyageur prenne une semaine très forte et qu'il ait accès à moins 15% simplement parce qu'il est resté 15 jours alors qu'on sait qu'on va pouvoir faire un prix plein pot sans lui. Ne pas forcément s'inquiéter si on est vide à un certain stade, revenir aux chiffres, regarder les chiffres de performance sur le marché par rapport à votre historique si vous en avez, pour pouvoir mesurer dans les chiffres, est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce que je dois tenir ma stratégie parce que ça va venir, c'est simplement le marché qui met du temps à bouger. Et puis la dernière erreur que je disais tout à l'heure, c'était quoi? Je ne me souviens plus. Mais voilà, rappelez-moi si jamais vous en souvenez. J'ai oublié ce que c'était la toute dernière. Mais voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me donner vos retours. Je vois que Vincent a acquiescé certaines choses, que tu étais en phase et que tu disais, c'est ça. Vincent dit très intéressant. Merci beaucoup. Si vous avez, comme je vous disais, des questions sur le revenu management ou sur l'été, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou à débloquer votre micro pour les partager en humain. Ce sera avec grand plaisir. Je vais autoriser tous les micros parce que j'ai l'impression que j'ai encore des micros qui ne sont pas autorisés.
est-ce que ça vous a appris des choses? Ou est-ce que ça vous a donné, pas forcément appris dans le sens des choses que vous ne saviez pas du tout, mais est-ce que ça vous a donné une petite checklist des choses à aller regarder tout à l'heure sur les annonces pour s'assurer qu'il n'y a pas des écueils comme ça qui sont sur vos annonces? Peut-être pas du tout, hein. Peut-être vous allez me dire, bah non, moi je savais déjà tout et je suis sûre que tout est très bien dans mon, dans mon extranet. Et ce serait génial. Ce serait génial. C'est ça mon objectif. Damien dit: «C'est parfait». Vincent dit: «Moi, je ne connaissais pas du tout RDNA». Alors RDNA, c'est un système, alors moi, je ne travaille pas pour RDNA, mais c'est vrai que nous, en tout cas, on a choisi de travailler avec cette société-là. Il y a plusieurs sociétés dans le domaine, hein. Si on doit en citer plusieurs, vous avez RDNA, vous avez, je vais les écrire parce qu'en général, on me demande si on peut les écrire. RDNA, Transparent, vous avez aussi, All the Rooms, et puis il y a Liwango aussi qui va bientôt, s'adresser justement aux individuels. Ce sont des sociétés, en fait, dont le métier, c'est de nous transmettre des performances, enfin la performance du marché en location saisonnière. Et c'est vrai que donc il y a différentes tarifications sur tous ces outils que je vous mets là. Donc on a choisi RDNA parce que c'est celui qui a le plus d'expérience et qui propose le meilleur rapport qualité-prix sur la proposition. En quoi ça peut vous aider, RDNA, en tant que dirigeant de conciergerie? Ça peut vous aider à avoir une idée du potentiel financier d'un type de bien sur une agglo. C'est assez aidant pour faire les estimations que demandent souvent les propriétaires. Alors nous, on recommande de ne pas donner aux propriétaires un prix moyen, mais plutôt de donner une estimation de fourchette de chiffre d'affaires. Et après, ça peut vous aider aussi justement en cours de saison pour pouvoir revenir à des chiffres quand vous êtes inquiet ou inquiète, revenir à des chiffres de marché et savoir en fait comment ça se passe pour les collègues autour. Il n'y a rien de pire, souvent on voit ça sur Internet, je pense que vous me confirmerez aussi que vous avez déjà croisé ça. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait ça sur Internet, et auquel cas je ne blâme pas, mais je vais vous donner une autre méthode aujourd'hui. Parfois, je vois sur les réseaux des personnes qui disent: «Ah ben moi, mon mois d'avril, c'est compliqué, et vous, comment ça se passe avril?» et cetera. En fait, il y a rien de pire que de faire ça. Pourquoi ça? Parce que vous allez tomber sur des gens qui vont vous répondre sur une agglomération différente, donc avec une saisonnalité différente, des gens qui ont peut-être pas les mêmes niveaux de gamme en termes de biens, qui peuvent être plus haut de gamme, moins haut de gamme, et cetera. Donc l'avis de la personne va être extrêmement biaisé par l'écosystème et les biens dont il dispose et du coup, pourrait soit vous rassurer à tort, parce que si la personne dit: «Ah oui, pour moi, c'est dur aussi», ça pourrait vous rassurer à tort, alors que c'est normal sur son agglo que ce soit dur, mais sur la vôtre, peut-être que c'est pas normal que ce soit dur. Et ou sinon, ça pourrait vous inquiéter à tort. C'est-à-dire que peut-être que la personne va dire: «Alors là, non, moi je cartonne». Il y a toujours des gens qui sont un peu fanfarons sur internet. «Ah non, moi je cartonne, je suis trop fort, je suis à 100 et j'ai fait 2 000 € de prix à la nuitée» et cetera. Et ça va peut-être vous inquiéter alors qu'en fait, c'est normal que sur votre marché, ça n'ait pas encore bougé. Donc au lieu de faire ça, moi ce que je vous propose vraiment, c'est d'avoir ces données de marché-là. Encore une fois, je ne suis pas commerciale pour aucune des boîtes que j'ai mentionnées, hein, mais ça permet de revenir justement à des vraies données et de se dire, «Est-ce que moi, sur mon marché, je dois m'inquiéter ou pas?» Axel dit: «Merci, je pensais que c'était mieux de partir sur des séjours de 1 nuit minimum pour attirer plus de monde». Et ben ça, c'est une très bonne remarque, tu as raison de le préciser, c'est totalement correct, mais c'est vrai que ça va s'appliquer sur les périodes de faible demande. C'est-à-dire que sur les périodes de faible demande, voire les périodes de moyenne demande, mais bon, c'est des périodes qui sont plus hybrides. En tout cas, pour sûr, sur les périodes de faible demande, on va se dire: «Bah, on n'est pas sûr de faire complet». Donc là, on doit faire du 1 nuit minimum pour attirer le plus de monde possible parce qu'on n'est pas sûr de faire complet. Mais c'est vrai que sur les périodes de forte demande, on peut se permettre d'être plus exigeant, quoi. Vincent dit: «Non, car ça épuise la conciergerie, intervenant ménage. J'ai fait cette erreur au début et puis j'ai fini par augmenter ma durée de séjour à 2 nuits minimum en basse saison et ça fonctionne très bien finalement». Alors, quand on a des contraintes opérationnelles sur le ménage, c'est vrai qu'on peut être amené à se dire: «Bah, même si, je suis en basse saison, j'exige quand même 2 nuits minimum pour protéger mes équipes de ménage». Sur les durées de séjour, il y a du coup 2 bonnes pratiques à mettre en place, si c'est autorisé par le propriétaire et si c'est aussi possible pour votre équipe de ménage. C'est un de mettre en place ce qu'on appelle les gap fills, c'est-à-dire que si vous êtes en 2 nuits minimum,
n'oubliez pas de mettre en place dans votre channel manager le système qui s'appelle Gapfil, qui s'appelle Data Orpheline, des choses comme ça, qui permettent en fait automatiquement dans le système de débloquer le trou. En fait, vous dites en amont au système, je suis en 2 nuits minimum, mais si tu as un trou d'une nuit qui est coincé entre deux résas, je suis OK pour que tu l'ouvres à la vente. Et donc ça permet vraiment de maximiser le remplissage et de s'assurer de ménager un peu les équipes de ménage pour prendre soin des équipes et en même temps maximiser le chiffre d'affaires pour prendre soin de votre propriétaire. Et puis, une autre bonne pratique qui est importante sur les durées de séjour que j'ai oublié de vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, quand on met des durées de séjour minimum, on doit toujours les retirer en dernière minute. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester, quelle que soit la durée que vous avez choisie, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, on ne doit pas rester jusqu'au bout, bloqué sur la durée de séjour en dernière minute. Il ne faudrait pas pour ce soir, par exemple, être en 2 nuits minimum. En dernière minute, on relâche sur une nuit pour s'assurer qu'on donne toutes les chances de notre bien, pour notre bien de se vendre. Damien dit: pourrais-tu faire un webinaire prochainement pour créer son annonce sur Booking? Pour moi, c'est une machine à gaz. J'ai une maison de 6 chambres à louer. Je loue à la chambre et à la maison entière, déjà sur Airbnb, mais je n'ai pas les retours espérés. Ben, pourquoi pas? Parce qu'à titre personnel, je dois créer une annonce sur Booking prochainement. Donc, complètement. Ça peut être l'occasion, en effet, tu as raison, de le filmer, en fait, quand je ferai ça un dimanche après-midi et d'en faire une vidéo. Donc, écoute, merci pour ton idée. Je garde l'idée. Axel dit: merci Vincent, j'avais mis 2 nuits minimum en basse saison, mais je pensais passer à une nuit mini cet été. Ah oui, non, pour cet été, dommage. Pour cet été, il vaut mieux aller dans l'autre sens et passer sur du 3 ou 4 nuits sur l'été, si l'été est une période de forte demande sur ta ville. Vincent dit: je suis aussi intéressé par les astuces Booking comme Damien. Super, moi génial. Que pensez-vous de la tarification intelligente de Airbnb? Alors, un jour de vide entre deux résas, bah, tu vois, les grands esprits se rejoignent, Vincent, parce que j'en ai parlé juste avant. Que pensez-vous de la tarification intelligente de Airbnb? La tarification intelligente de Airbnb, c'est un outil qui a été fait pour vraiment les particuliers. Moi, je l'ai testé au début quand j'étais loueur saisonnier en me disant: Élise, fais pas ta vieille chouette réac. J'avais des préjugés, mais je me suis dit: essaye et peut-être que tu seras très agréablement surprise. Bon, c'était avant la pandémie et il me recommandait des prix 25% moins chers que ce que j'arrivais à louer moi par ailleurs, quoi. Donc, c'était pas très intelligent comme tarification. Et pour la petite anecdote, pour ne rien vous cacher, il y a quelques semaines, j'ai fait une intervention au siège d'Airbnb pour des property managers qu'ils avaient invités. Et donc la question s'est posée à Adelaine, qui était l'animateur Airbnb sur place, de la tarification intelligente, qui n'est pas si intelligente que ça. Et Adelaine a admis en fait que cette tarification n'était pas à destination des professionnels et que oui, qu'elle n'était pas adaptée pour une activité professionnelle. Donc aujourd'hui, vraiment, en tout cas, nous, ce qu'on transmet, c'est de ne surtout pas utiliser cette tarification-là. Peut-être qu'ils vont l'améliorer, peut-être qu'à terme, ils vont vraiment la peaufiner, mais aujourd'hui, il vaut mieux faire du revenu management plutôt que laisser les clés de la performance financière de vos biens à la tarification intelligente d'Airbnb. Pour moi, cet algorithme, il travaille pour garantir des biens pas chers en fait, pour les voyageurs toute l'année, plus que maximiser le chiffre d'affaires des propriétaires et de la conciergerie. Et ce, d'autant plus que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des articles récemment qui ont été publiés en disant que maintenant, c'est beaucoup plus cher d'aller sur Airbnb que dans un hôtel. Les prix Airbnb sont devenus délirants, etc., etc. Donc, je pense qu'Airbnb va prendre soin de sa tarification pour casser un peu cet effet-là. Et ça ne va pas aller dans le bon sens sur la tarification intelligente, à mon avis. Sandrina dit: on relâche quand en dernière minute la durée de séjour minimum? J-1, J-2, J-3. Nous, on a la tendance à le relâcher une semaine avant. Si ça vous fait un peu peur, il vaut mieux en effet le relâcher 3 à 5 jours avant. Si vous trouvez qu'une semaine avant, c'est trop tôt, 3 à 5 jours avant, c'est bien déjà. Mais J-1, J-2, ça va faire vraiment, vraiment court. Voilà. Alors là, je vous parle des pratiques métiers qui sont mises en place dans le métier du revenu management, quoi, vous voyez. Après, chacun aussi voit selon son rythme de prise de réservation. Il y a peut-être des cas sur lesquels relâcher à J-2, quoi. Alors, Axel, sur la partie tarification d'Airbnb, est-ce qu'on utilise des logiciels comme Beyond Pricing ou Pricelab? Alors, Beyond Pricing et Pricelab, c'est des collègues qui font en effet des algorithmes tarifaires.
Alors moi, je trouve que tous les acteurs du marché sont hyper importants et tout le monde travaille hyper soigneusement et on est en contact étroit avec les collègues de Beyond et PriceLab. Nous, je vais en tout cas parler de la posture qu'on a chez J'affiche complet. Chez J'affiche complet, on fait un état des lieux. C'est qu'aujourd'hui, dans tous les domaines du tourisme, que ce soit l'aérien, l'hôtellerie, les tours opérateurs, le revenu management n'est jamais aux mains d'un algorithme. Il peut y avoir des algorithmes pour aider l'humain à gérer les grands ordres de grandeur. Quand vous avez énormément de biens à gérer, si vous êtes au-delà de 150 biens, c'est sûr qu'il faut quand même de l'aide pour gérer la volumétrie. Mais in fine, dans le tourisme, il y a toujours un humain qui fait du revenu management. Parce que alors peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, dans 10 ans, ce ne sera plus le cas. Mais aujourd'hui, rien de mieux qu'un cerveau humain pour savoir jusqu'où aller sur les événements, pour savoir sortir du cadre et ne pas rester dans la masse de la concurrence. Donc, nous, ce qu'on défend, c'est que le revenu management de qualité, comme dans les grands groupes, il doit se faire par un revenu manager. Et d'ailleurs, toutes les grosses conciergeries de France ont leur revenu manager en interne qui fait le revenu management. Donc, soit se former soi-même, soit avoir un revenu manager en interne chez vous qui s'occupe de ça. Voilà. Super, merci Lise, pour ton retour. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous pour votre temps. On peut peut-être parler, en effet, Catherine, comme tu disais, en quelques mots peut-être que tu veux prendre la parole sur quelque chose, Catherine. Excuse-moi. Ah ben mince, on t'entend pas. Le micro est coupé. Attends, on t'entend pas du tout. Ah ben oui, à couper le micro. Ah, là, c'est mieux. Je disais, c'est très instructif tout ça, et effectivement, ça mériterait peut-être un autre live avec un petit peu plus de démos pour conseiller un petit peu tout ce petit monde. Maintenant, parle-toi de l'événement hein, qui est quand même très très important et de ce que de ce qu'il va y avoir et de ce qui est présenté pour que tout le monde puisse comprendre cet événement et y assister, bien évidemment. Super. Eh ben, avec grand plaisir. Alors, l'événement, il a lieu le 3 juin au Dock de Paris. Donc, il y a une salle juste à côté de Paris. C'est un samedi, le samedi 3 juin. Et donc, on a plus d'une vingtaine de conférences toute la journée qui vont être réalisées donc, par des acteurs que vous connaissez. On a une intervention de Booking, on a une intervention d'Airbnb. C'est l'occasion aussi de les rencontrer. Booking, ils vont aussi avoir un espace exposant. Donc, c'est vraiment l'occasion de mettre aussi des visages sur les partenaires un peu lointains avec qui on travaille tout le temps. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette impression-là, mais moi, avant de les rencontrer, justement, j'avais cette impression que c'était toujours des énormes usines à gaz qui sont avec des millions de gens à l'intérieur. Là, enfin, on rencontre des gens, en fait. On peut leur poser nos questions, on peut leur parler de nos difficultés, on peut apprendre des choses aussi, parce que souvent, ils ont plein d'astuces sous le coude. Mais nous, on se retrouve avec les plateformes téléphoniques où on a toujours Pierre-Paul Jacques. Donc là, enfin, on a des gens avec qui on peut discuter des vrais enjeux courants. On va avoir aussi, évidemment, Abritel, on va avoir RDNA qui va être présent, des sociétés comme iCare pour parler de l'intelligence artificielle. On va avoir aussi ADN Tourisme, par exemple, qui est le syndicat des offices du tourisme, qui va nous parler de tout ce que peut nous apporter notre office du tourisme, notre agence départementale du développement touristique. C'est des choses que on maîtrise pas forcément. Moi, quand j'échange avec eux, j'apprends des millions de trucs. Je me dis, mais mon Dieu, on ne connaît pas toutes ces choses-là facilement. Et donc, le fait qu'ils soient là pour nous en parler, c'est important. On va avoir Atout France aussi qui va prendre la parole pour nous parler des tendances, en fait. Cette sortie de pandémie, est-ce qu'on en est vraiment 100% sorti? Quelles sont les tendances aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend pour 2023? Quels vont être les challenges en fait à venir dans le tourisme cette année? Et ça, c'est des billes qu'il faut qu'on ait nous en tant que professionnels parce que sinon, en fait, on rate ces clés-là pour avoir un avantage compétitif majeur sur notre ville, sur notre écosystème local. On va avoir aussi la FNIM qui va intervenir, des intervenants sur la partie assurance, sur la partie rénovation, sur la partie même mobilier, sur la partie revenu management, bien sûr, avec J'affiche complet, mais aussi avec PriceLab, nos collègues, sur la partie fiscalité aussi. Donc voilà, on couvre tous les sujets qui font notre quotidien en tant qu'acteur de la location saisonnière. Et puis après, on a une quarantaine d'exposants qui seront présents pour pouvoir échanger avec vous,
Donc, ça va pareil du challenge manager. Si vous cherchez à avoir un challenge manager et que vous hésitez entre plusieurs, c'est l'occasion de les rencontrer, jusqu'à la serrure connectée, en passant par voilà, comptabilité, rénovation. Évidemment, le CLF sera présent, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir les rencontrer en personne. C'est vrai que la pandémie, moi je suis un peu un ours dans la vie, je vous avoue, et je trouve que la pandémie nous a fait vraiment sentir le fait qu'il n'y a quand même rien de mieux que de se voir en vrai, quoi. Et donc, c'est ça aussi qu'on réalise dans cette journée. Donc, la journée en elle-même, avec l'ensemble des conférences et les espaces exposants, elle est à 47 €, donc ce qui vous permet vraiment de repartir avec la tête pleine d'idées et pleine d'informations majeures pour votre activité le soir. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a aussi une place qui inclut le dîner de networking le soir. J'ai voulu faire ça parce que j'entends toujours de la part de nos clients conciergerie ce sentiment de solitude, de se dire j'aimerais bien parler avec des gens qui sont au même niveau d'avancement que moi. C'est pas forcément facile de créer des liens, puis on est tous dans le feu de l'action constamment. Donc le fait d'avoir un dîner de networking comme celui-ci, ça permet aussi de repartir avec des contacts de collègues à qui on pourra réécrire la prochaine fois qu'on cherche une idée sur un truc un peu complexe du métier. Donc avec le CLF, vous avez accès à un code de réduction, hyper important, un code de réduction qui vous permet d'avoir accès à 10% de réduction sur votre place. Donc ce code, c'est CLF10. Je vais vous mettre le lien du site et le lien du code. CLF10, donc voilà. Donc, sur une place qui est déjà à 47 €, vous voyez, ça fait un prix vraiment accessible pour l'événement. Est-ce que Damien me dit, je viens de t'envoyer un email. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Peut-être que je peux rappeler mes coordonnées aussi, si vous avez des questions. Mon email personnel, c'est elise@jaffichecomplet.com. Et si vous voulez m'écrire sur WhatsApp, je vous donne mon numéro de travail, 07 85 25 76 40. Je suis très réactive sur WhatsApp. J'ai un peu tendance à passer mes journées en réunion, mais je suis très réactive sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à m'écrire aussi sur WhatsApp si vous souhaitez. Quel est votre retour sur le rendez-vous national de la location saisonnière? Est-ce que certaines personnes, moi, c'est intéressant, même des personnes qui diraient est-ce que c'est vraiment comme ci, est-ce que c'est vraiment comme ça? Si vous avez des doutes ou si moi, ça m'intéresse. Merci Vincent. Merci. Ah oui, merci Vincent. Vincent dit, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci à toi Vincent. Il y avait une question de Sandrina. Je ne sais pas si tu l'as vue. Ah mince, attends, je l'ai raté. Ah oui, chez J'affiche complet, à partir de combien de biens acceptez-vous de prendre en charge le revenu management pour un investisseur immobilier? Actuellement, on prend en charge le revenu management. Alors, nous, on recommande à partir de 4-5 biens. Mais on a des dirigeants de conciergerie qui travaillent ou des investisseurs immobiliers qui travaillent avec nous avant. Mais c'est juste qu'il y a une part fixe dans nos honoraires qui fait que à partir de 4-5 biens, pour moi, c'est l'idéal. Mais on a des personnes qui travaillent avec nous avant. Surtout en tant que conciergerie, on a beaucoup de conciergeries qui veulent en fait le service J'affiche complet dans leur prestation de service. C'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose de très professionnel, du plus qualitatif possible, et se dire qu'ils ont un revenu manager dans l'équipe dès le début. Ça permet justement d'avoir tout de suite cet argument commercial pour les prospects qui sont très sensibles à ça. Les propriétaires sont de plus en plus éduqués sur le sujet, donc ils sont contents d'avoir une conciergerie qui a un revenu manager dans l'équipe. Puis ça vous rend compétitif avec, encore une fois, les conciergeries majeures de France qui ont toutes un revenu manager dans l'équipe. Amélie, je ne peux pas rester jusqu'à la fin du webinaire. Est-ce possible de le voir en replay? Là, on a plutôt fini, hein, on est plutôt bon. Je ne sais pas si... Je crois que ça a automatiquement enregistré la réunion, donc je vais pouvoir voir si je retrouve cet enregistrement et je pourrai le partager avec grand plaisir, sans souci. Donc, il n'y a pas de souci sur ça, ouais.
Sandrina dit, tu peux recommander des conciergeries qui utilisent tes services selon notre ville. Ça, je peux complètement recommander ça. Ouais. Alors après, comme je suis liée par la confidentialité, je veux bien simplement que tu m'écrives par email pour me dire, je cherche une conciergerie dans telle ville. Et moi, je fais la mise en relation de façon ad hoc, c'est-à-dire je demande à la conciergerie est-ce que je peux transmettre les coordonnées et je transmets les coordonnées après validation, juste pour respecter la confidentialité. Voilà. Sur le réseau aussi. Ouais. Oui, et sur les réseaux, on a aussi des interviews. D'ailleurs, par exemple, sur le site J'affiche complet, dans la partie conciergerie, on a pas mal de témoignages de dirigeants de conciergerie qui parlent un peu de leur expérience avec J'affiche complet. Donc, ça peut aussi donner une idée, ça, de ce qu'on fait et de comment ça se passe pour le dirigeant de conciergerie. Voilà. Peut-être qu'on peut s'arrêter là, si vous voulez. Comme ça, en plus, on aura respecté notre timing pour tout le monde. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin, Catherine? Oui, pourquoi pas. Merci à Élise d'avoir fait ce live. Au premier réseau des conciergeries locatives de France présentes sur l'événement, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez vous connecter sur réseauclf.fr pour avoir toutes les informations. Nous avons des partenariats également, comme Élise, des divers channel managers, etc. Toujours avec des prix préférentiels avec nos partenaires. Si vous venez de la part d'Élise, adhérer au réseau, la cotisation est un peu moindre. On est là aussi pour collaborer ensemble, mais aussi au sein du réseau, vous aider financièrement, entre guillemets, en vous apportant des réductions. Il y a une centrale d'achat, il y a un réseau qui commence à avoir plus de 130 adhérents. Donc, vous pouvez vous parler, comme a dit Élise, la Covid nous a empêchés de communiquer, nous a enfermés un petit peu sur nos problématiques. On l'a bien vu lors du premier congrès. Les gens étaient heureux de se retrouver, de parler le même langage. Et donc, n'hésitez pas à nous joindre et on pourra vous aider. C'est le sens du réseau professionnel. Voilà. Super. Merci en tous les cas de votre présence à ce live. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Passez une très bonne journée et merci à toi, Catherine. Merci.